et bienvenue dans ce 23h au sommaire ce soir. Les candidats au Hajj 2017 ne sont pas contents. Ils auraient déboursé près de 3 millions de francs CFA à des structures privées, mais ils n'ont pas pu effectuer le pèlerinage à la Mecque. La Direction générale des cultes réagit face à cette situation. La 10e édition du Festival du film francophone d'Angoulême est en cours. Des films de la Côte d'Ivoire sont en compétition. Dans cette édition, nous ferons le point de la participation ivoirienne à cet événement. À l'étranger, l'armée libanaise a annoncé aujourd'hui une pause dans son offensive contre le groupe État islamique. Le temps pour elle de négocier la libération de soldats retenus en otage depuis 2014. Merci d'être avec nous pour ce point de l'actualité. Des candidats au Hajj expriment leur mécontentement. Ils font partie du contingent des 14 structures privées qu'ils ont eux-mêmes sollicitées et dont 2 n'ont pu honorer leurs engagements. Ces pèlerins n'ont donc pas pu effectuer le voyage en Terre Sainte, une situation qui ne laisse pas indifférente la Direction générale des cultes. Sita Soro. Colère, déception, tristesse chez ces candidats au Hajj 2017. Il était prévu qu'ils quittent Abidjan depuis une semaine pour l'accomplissement du pèlerinage à la Mecque. Et depuis, ces candidats sont encore sur les bords de la lagune ébriée, ne cachant pas leur colère, sans vol ni passeport. Je vais faire partie maman à la Mecque. Ils m'ont pris 3 millions. Jusqu'à ce du contraire, il n'y a pas de visa. Il n'y a pas de visa. Je ne sais pas comment ils vont faire. Pour se faire entendre, ils sont sortis manifester, ce qui a amené la Direction générale des cultes à monter au créneau. L'État ayant déjà fait partie son contingent fort de 4200 pèlerins. Ces candidats au Hajj font partie du contingent des 14 agences de voyage privées sollicitées par les pèlerins eux-mêmes. Il est à relever que 12 de ces agences ont transporté normalement tous leurs pèlerins en Arabie Saoudite. Cependant, les agences privées dénommées Méridien Hajj et Umrah d'une part et EIMPC d'autre part n'ont pu mettre à disposition les documents de voyage de 295 pèlerins, dont 263 inscrits illégalement. Nous nous rendons dans l'une de ces 2 agences, aucun responsable sur les lieux, mais plutôt des candidats qui attendent, qui espèrent et qui ruminent leur colère. Depuis une semaine, on a été convoqués, les pèlerins en général, pour le départ à la Mecque. Et jusqu'à présent, on n'a pas nos passeports, on ne voit plus, comme on appelle, le directeur de l'agence. La Direction générale des cultes se veut rassurante. Elle est à pied d'œuvre pour un dénouement heureux de la situation. Les responsables des dites agences de voyage ont été interpellés par la police pour répondre de leurs actes. La Direction générale des cultes rassure les pèlerins concernés et leurs parents que toutes les dispositions sont en train d'être prises afin de procéder au remboursement des frais engagés par leurs soins. Par ailleurs, ces pèlerins, s'ils le souhaitent, seront inscrits prioritairement sur la liste du contingent étatique de l'édition 2018 du Hajj. Ce sont au total 5820 pèlerins qui sont inscrits pour le Hajj 2017, 4200 pour le contingent de l'État et 1620 pour les agences privées agréées. Ce temps, les choses se déroulent plutôt bien pour les 4200 pèlerins ivoiriens du contingent étatique. Ils poursuivent leur pèlerinage à la Mecque avec toutes les commodités nécessaires. Pour la première fois, ils ont droit à la chaîne nationale ivoirienne depuis leur chambre d'hôtel. Pargasoro connaît depuis l'Arabie Saoudite. Diffusion télévision ivoirienne, première chaîne RTI 1. Ne vous méprenez pas, nous ne sommes ni à Abidjan ni à l'intérieur du pays. Nous sommes dans l'une des chambres de l'hôtel Amjad de la Mecque en Arabie Saoudite où est logée une grande partie des pèlerins ivoiriens. Comme dans cette chambre, toutes les chambres de l'hôtel reçoivent la chaîne nationale. Une première selon chef de groupe, encadreur et candidat au Hajj. Ça fait plus de 20 ans que je fais le pèlerinage, mais c'est la première fois que dans notre chambre, on voit la RTI. On n'est pas coupé du pays. Nous, les Ivoiriens qui sommes là aujourd'hui, on est fiers de pouvoir regarder notre télé en Arabie Saoudite. Selon eux, la présence de la RTI dans leur chambre n'entache en rien leur volonté d'accomplir avec quiétude les rites et actes d'adoration. Je suis heureuse de savoir que la RTI passe dans les chambres
Mais cela ne m'empêche pas de suivre mes prières. L'idée de la chaîne nationale de Côte d'Ivoire dans les chambres de l'hôtel est de Ali Ayacha, président du conseil d'administration du groupe international DAFA, hôtel d'Arabie Saoudite et ses collaborateurs. Vous savez que nous sommes très loin de la Côte d'Ivoire et j'ai mis cette chaîne ivoirienne ici dans toutes les chambres pour que les Ivoiriens se sentent beaucoup à l'aise, pour qu'ils se sentent chez eux. Et aussi d'avoir les nouvelles de la Côte d'Ivoire. Heureux d'être les logeurs des pèlerins ivoiriens, ils ne cessent chaque jour de leur rendre visite. Occasion pour eux de rendre hommage aux responsables du commissariat du Hadj et aux pèlerins pour leur discipline et leur sens des responsabilités, mais aussi témoigner toute leur gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, pour l'intérêt qu'il accorde à l'organisation du Hadj. Je suis le plus heureux depuis 6 ans d'être le tuteur des pèlerins étatiques de la Côte d'Ivoire, un peuple organisé, discipliné, à l'image de son président, son Excellence Alassane Ouattara, et que je salue énormément. Un grand monsieur qui fait la fierté de tous sur tous les plans. Cet homme d'affaires arabe et ses collaborateurs entendent les années à venir investir en Côte d'Ivoire dans plusieurs secteurs d'activité, dont la construction d'un hôtel 5 étoiles à Abidjan, la perle des lagunes. Nous sommes à 5 jours de la fête de la Tabaski. Ceux qui s'activent à acheter des moutons souhaitent les avoir à des prix abordables. Pour en parler, la directrice des productions d'élevage du ministère des Ressources animales et halieutiques était l'invitée du magazine de ce dimanche. Elle est revenue sur la lutte contre les faux frais dans la filière bétail-viande. Voici un extrait de son intervention. Dans le cadre de la célébration de la Tabaski, pour amener un tant soit peu à réduire le prix du mouton, 4 mesures ont été prises. D'abord, il s'agissait de rappeler à tous les acteurs de la filière les dispositions de l'arrêté interministériel du 8 août 2012 qui portait interdiction du convoyage. La première mesure, c'est de rappeler cette disposition et d'informer tout le monde que tous les contrevenants seront sous l'effet de sanctions. La deuxième mesure, il s'agit d'améliorer la fluidité du transport, c'est-à-dire depuis les postes frontaliers, améliorer la fluidité du transport, éliminer tous les frais illicites et les tracasseries routières pour permettre aux transporteurs qui transportent le bétail, qui sont des êtres vivants, d'arriver le plus tôt possible aux marchés terminaux. La troisième mesure, c'est une mesure de sécurité, c'est-à-dire sécuriser tous les axes routiers qui part depuis les postes frontaliers jusqu'aux marchés terminaux. Et enfin, la quatrième mesure, il s'agit d'interdire tout prélèvement illicite, tout ce qu'on appelle faux frais, qui pourrait gréver le prix pour le consommateur final. Les parcs à bétail sont suffisamment ravitaillés, mais le coût est souvent jugé élevé par les consommateurs, toute chose qui a amené le gouvernement à supprimer les taxes sur le transport des animaux. Cette décision est-elle appliquée sur le terrain? Des réponses avec Astou Touré. À quelques jours de la fête de la Tabaski, les parcs à bétail affichent complet. Bélier, bœuf ou cabri, il y a de tout. Seydou n'a pas voulu attendre le dernier moment pour acheter son bélier. Craignant une flambée des prix, il s'y est rendu tout en espérant l'avoir à moindre coût. Le prix est un peu cher, franchement, c'est un peu cher. J'ai cherché un mouton de 150 000 à 160 000 comme ça. Bon, je n'ai pas encore eu d'abord. Bon, qui essaye de voir le prix pour diminuer un peu là, on peut avoir. Très souvent accusés, les vendeurs de bétail rejettent la faute aux clients qui ne tiennent pas compte forcément des contraintes liées à ce secteur. Pendant la Tabaski comme ça, les pots de manioc qu'on achetait à 500 francs avant la Tabaski, pendant la période de la Tabaski, ça devient 2000 francs. Même l'eau qu'on donne aux moutons, ils augmentent. Donc tous ces charges, on est obligé de répartir ça sur des moutons pour pouvoir les vendre. Le pâturage, ils nous ont fait payer un peu plus cher par rapport à l'année passée. Les moutons sont différents. Voilà, ce que nous on élève ici encore, c'est plus différent. La viande aussi, tout, c'est encore plus bon que ce qui vient d'ailleurs. Parce que là, nous on fait l'élevage 1 an, nous on les achète étant grands, puis on élève jusqu'à l'année prochaine. C'est comme ça nous on fait. Ceux qui veulent payer moins cher aussi, ils viennent, il y a des moins chers aussi, voilà, des 90 000, 60 000. Mais tandis que nous, nos frères ivoiriens ne veulent pas les petits moutons, mais ils ne veulent pas l'enlever l'argent. C'est ça le problème. Malgré la décision du gouvernement de lutter contre les faux frais liés au transport du bétail, le coût demeure encore élevé pour bon nombre de consommateurs qui dénoncent la présence d'intermédiaires qui feraient de la surenchère. Les propriétaires, quand ils viennent avec les moutons,
et ils vont directement donner au propriétaire de coin pour que lui puisse y vendre pour pouvoir avoir quelque chose aussi. Donc ça fait que le propriétaire lui peut donner le mouton à 150 000. Le coxeur, lui il va vouloir vendre le mouton pour pouvoir avoir aussi pour lui. Donc ça fait que le mouton devient plus cher. Si on pouvait directement passer par les propriétaires, le mouton sera plus moins cher. Les populations reconnaissent les efforts fournis par le gouvernement, mais souhaitent que ce secteur soit mieux contrôlé pour que diminuent réellement les prix du bétail sur le marché. À présent, cette triste nouvelle, Dagobert Banzio n'est plus. L'ancien ministre membre du bureau politique du PDCI-RDA est décédé dans la nuit d'hier aujourd'hui à Paris, en France. Dagobert Banzio a été ministre dans différents gouvernements entre 2005 et 2010. Il est l'actuel président du conseil régional du Cavali et a été nommé vice-président du PDCI. Et c'est la consternation au sein du PDCI-RDA. Ce parti a réagi après l'annonce du décès de Dagobert Banzio. On écoute son porte-parole, Kobenan Kwasi Adjoumani. Vous savez très bien que Dagobert Banzio, pendant longtemps, a été député au niveau de l'Assemblée nationale au titre du PDCI. Il est présentement le président du conseil régional du Cavali. Et il a été nommé vice-président du PDCI-RDA. Donc c'est dire que c'est un grand militant sur qui le PDCI compte et qui également est une figure de proue au niveau de la grande région du Cavali. C'est une perte énorme que nous ressentons difficilement, mais nous prions Dieu Tout-Puissant qu'il lui ouvre les portes du paradis. En tout cas, je profite aussi de votre micro pour présenter toutes nos condoléances à sa famille biologique et au président du PDCI-RDA, le président Rikonan Dédé, ainsi que tous les militants du PDCI-RDA. C'est une perte énorme pour notre parti, mais nous ne pouvons pas faire autrement. C'est la volonté de Dieu et on fait avec. Dans l'actualité politique, Anzoumana Moutaye, président du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir, dit rester à son poste. Il était face à la presse après une annonce faisant état de sa destitution par certains membres de son parti. Hamza Diaby. À l'issue des échanges, le bureau politique décide de suspendre de ses fonctions de président du parti le camarade Anzoumana Moutaye pour manquement grave et saisit le conseil de discipline à cet effet. Désigne le camarade Ouattara Siaka, premier vice-président du parti, pour assumer les fonctions de président par intérim jusqu'au prochain congrès extraordinaire prévu dans un délai de 90 jours, conformément au statut et règlement intérieur du parti. Demande au président intérimaire de mettre en place un comité ad hoc pour gérer les affaires courantes jusqu'au prochain congrès. Une déclaration qui illustre bien le malaise au sein du MFA, le mouvement des forces d'avenir. Les membres du bureau politique reprochent à Anzoumana Moutaye la mauvaise gestion du parti. Des accusations que rejette en bloc le président du parti. Anzoumana Moutaye dénonce la forme de la convocation de cette réunion ainsi que le fond de la décision qui en a découlé. Cette prétendue convocation qui ne s'est pas faite conformément au texte qui régisse notre parti, nous avons tenu à informer par voie de presse, messages et appels téléphoniques l'ensemble des membres du bureau politique de l'annulation pure et simple de cette rencontre illégale. Je tiens à rappeler à l'opinion nationale et internationale que le MFA a trop souffert de ce genre de forfaiture. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour inviter l'ensemble des militants, des sympathisants du MFA et de nos partenaires politiques à rester vigilants pour éviter cette énième crise qui n'honore pas notre parti et la jeunesse démocratique ivoirienne.
Azumana Moutaye a été élu à la tête du parti en avril 2015 à l'issue d'un congrès extraordinaire survenu à la suite de la destitution de l'ex-président Anaki Kobenan, fondateur du MFA. Congrès, le Rassemblement des Républicains RDR continue la mobilisation de ses militants. La jeunesse du parti s'est réunie ce dimanche au Palais de la Culture dans la commune de Trècheville. Herman Guivé. Une jeunesse du Rassemblement des Républicains en phase avec son bureau politique, une communion, une fusion pour une confirmation, celle de faire du 3e congrès du RDR une totale réussite. Une jeunesse venue recevoir le message de la mobilisation, mais également celui de la vérité, celui qui annonce les couleurs des vérités qui seront délivrées au cours de ce congrès. Vous avez dit lors des pré-congrès, vous avez demandé à Alassane Ouattara de venir prendre son parti. Le 9, nous allons accueillir le président de la République. Le 9, vous devez démontrer au monde entier que Alassane Ouattara, c'est votre fétiche. Le 9, vous devez démontrer au monde entier que Alassane Ouattara a encore son parti. Le 9, vous devez démontrer au monde entier que la jeunesse n'a qu'une seule boussole. Notre seule boussole, c'est... Venu des 4 coins de la ville d'Abidjan, ce rassemblement des jeunes républicains, selon Sidi Touré, cadre du RDR, confirme l'attachement des jeunes républicains à leur parti. Les jeunes viennent ici de démontrer leur attachement au président Alassane Ouattara. Ils viennent aussi de dire qu'ils demeurent les grenadiers voltigeurs, tels qu'on les a toujours qualifiés, tels que Jenny Kobina a qualifié les jeunes du RJR. Grenadiers voltigeurs qui porteront la lutte du RDR, la lutte du président Ouattara. Ils sont les boucliers d'Alassane Ouattara. Ils seront présents, mobilisés de tous les contrées venant en Côte d'Ivoire pour faire bouger ce congrès, pour qu'au lendemain du 10 septembre, plus rien ne soit pareil. Par cette mobilisation, la jeunesse du RDR promet d'être de la partie les 9 et 10 septembre 2017 au Palais des Sports de Trècheville. Dans le district du Zanzan, Kabania, les cadres du parti a sonné la mobilisation hier. C'était à Bondoukou, à Boussanougou. Des dizaines de minicars en direction du centre culturel de Bondoukou. L'affluence est celle des grands jours. Des signes précurseurs d'une mobilisation du Gontougo et du Bunkani pour le congrès du Rassemblement des Républicains. Nous avons voulu faire une démonstration de force. Historiquement et pour toujours, le RDR a sa base bien implantée dans le district du Zanzan. Le Bunkani et le Gontougo constituent à eux deux le plus vaste district de Côte d'Ivoire. Ils entendent en faire la démonstration le 9 et 10 septembre prochain. Il faut que les femmes sortent massivement pour honorer au moins le président Ouattara Alassane. L'union sacrée autour du chef de l'État. Élus, cadres, jeunes et femmes, tous sont d'avis que le RDR doit rester fort. Niali Kaba, chef de délégation et émissaire du parti, a d'ailleurs rappelé le message dont elle est porteuse. En premier lieu, il s'agit de partager avec les républicains et toute la population du Zanzan la vision du RDR pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Deuxième objectif de notre mission, c'est de sonner la mobilisation de tous les républicains du district du Zanzan pour une participation massive au 3e congrès de notre grand parti. Le RDR pour une Côte d'Ivoire rassemblée. C'est le thème retenu pour le 3e congrès. Pour la réussite de l'événement, la délégation conduite par Niali Kaba est allée solliciter les prières et les bénédictions des autorités coutumières et religieuses de la ville de Bondoukou. Dans la commune d'Abobo, ce sont les jeunes qui ont été galvanisés. Ils disent être déterminés à faire du 3e congrès du RDR une réussite totale. Nous restons avec Abou Sanougou. À Abobo Banco 1, les jeunes ont décidé de jouer pleinement leur partition pour le succès du 3e congrès ordinaire de leur parti, le Rassemblement des Républicains, qui se tiendra du 9 au 10 septembre prochain. Et ils ont été exhortés au rassemblement et à l'union autour du président de la République, Alassane Ouattara. Pour les initiateurs, le temps de la mobilisation a donc sonné au regard des enjeux qui attendent leur parti. Jeunes et vieux,
sont appelés à se mettre en ordre de bataille. Nous voulons démontrer au président que Abobo est toujours derrière lui. Ce congrès, nous devons aller, nous tous, plébisciter le président à la tête de ce parti, le RDR. Le RDR, notre parti. Le président Alassane Ouattara, notre boussole. Il est important pour nous jeunes, militants de la case, de nous donner la main pour qu'ensemble nous puissions prôner le vivre ensemble, pour qu'ensemble nous puissions appeler à l'union de tous les cadres. Nous savons où le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a pris la Côte d'Ivoire. Nous savons là où il a posé la Côte d'Ivoire maintenant. Donc nous sommes en train de nous activer pour le rappeler à la tête de notre parti, le RDR. Nous demandons à toute la jeunesse, à toute la Côte d'Ivoire de se mobiliser autour du président Ado, d'être là le 9-10 pour montrer au monde entier que nous sommes présents et nous restons fidèles au président Alassane Ouattara. Une finale de Maracana organisée à cette occasion a vu la victoire du Football Club d'Oza sur son adversaire, les All-Stars, avec 3 buts contre 1. Nous refermons la page politique pour nous intéresser au domaine de la construction. 1800 logements vont être construits pour l'association des déguerpis des quartiers précaires de Yopougon à Sangombraté sur la route de Dabou. La pose de la première pierre de ce vaste projet a eu lieu hier. Le projet bâti sur une superficie de 300 hectares va permettre à terme la construction de 20 000 logements pour les déguerpis. La 10e édition du Festival du film francophone suit son cours. La Côte d'Ivoire prend part à la compétition. Notre envoyé spécial sur place, Mamadou Kouassi, met en relief les moments clés de la participation ivoirienne. Le cinéma ivoirien est à l'honneur dans la petite ville d'Angoulême, située dans le sud de la France. 10 films ivoiriens de différentes générations ont été sélectionnés pour projection au cours de ce 10e anniversaire du Festival des films francophones d'Angoulême. Pour mieux faire connaître la cinématographie ivoirienne et lui rendre hommage, il est bon de faire une revue des différentes générations de cinéastes. C'est ce qui a guidé le choix des organisateurs pour proposer des films de différentes générations pour que nous voyions et que nous mesurions à sa juste valeur la vitalité du cinéma ivoirien. Rendre hommage à un génie du cinéma africain, un des pionniers du cinéma, qui est Désiré Carré, et avec qui j'avais donc tourné devant sa caméra ce film, qui est le premier film, et je crois pour l'instant le seul film ivoirien qui a été primé à Cannes. La Côte d'Ivoire n'est pas venue à Angoulême qu'avec des films, mais aussi avec des producteurs, des réalisateurs et des acteurs. Tous veulent partager leur expérience dans le domaine avec d'autres participants. Énormément de formations et de rencontres, d'agréables rencontres. Nous avons des masterclass, nous pouvons rencontrer de grands acteurs du milieu qui nous forment un peu sur le domaine du cinéma pour qu'on puisse s'enquérir justement de ces expériences. Pour Sidiki Bakaba, acteur et réalisateur ivoirien, seule la formation et le sérieux pourront véritablement booster le cinéma ivoirien. Ces jeunes qui font du cinéma aujourd'hui, qu'ils apprennent leur métier, qui ne se contentent pas d'appuyer sur un bouton, parce que même avec un téléphone aujourd'hui, tu peux faire un film. Mais quel film? Ce n'est pas des sujets qui manquent. À côté des Ivoiriens, l'on peut retrouver de nombreux acteurs du monde cinématographique. Il faut développer non seulement l'envie d'écrire, l'envie de tourner, ce qui va amener aussi des professions dans la technique, la lumière, etc. Donc je pense que il y a non seulement plein de choses à raconter, il y a sur le continent, il y a plein de sujets qui n'ont pas été encore traités. Il y en a qui l'ont été, mais qui doivent être traités en premier lieu par des Africains parce que ça les concerne. La diffusion des films ivoiriens connaîtra le pic à partir de ce soir, avec plus d'une demi-douzaine de projections dans plusieurs salles de cinéma d'Angoulême. Ici, en terre ivoirienne, la 2e édition de Yop Reggae Festival bat son plein. 2 jours de fête pendant lesquels les adeptes de cette musique ne boudent pas leur plaisir. Des stars ivoiriennes du reggae comme Fadal Dey, Kadjim, Ahmed Faras, Ismo Vitalo et bien d'autres communient avec le public. Le volet scientifique du festival a permis de développer le thème « L'école obligatoire, quel impact ?» Issaïou. L'espace Figayo de Yopougon a vécu de grands moments à la 2e édition de Yop Reggae Festival. Pendant 2 jours, les reggae-villes ont vibré au rythme et au son de la musique de leurs idoles. Fadal Dey,
Ismo de Vitalo, Ahmed Faras, Kaluja et bien d'autres artistes ont su donner de la sensation aux mélomanes. Le reggae né en Jamaïque a conquis le monde. Yop Reggae Festival a fait un clin d'œil à la Guadeloupe avec Achaman. Ce festival, avec une note venue des Antilles, favorise le dialogue de culture. Le chemin est long, mais c'est la reconnexion entre les enfants d'Afrique et la diaspora même. Ceux qui avaient été déportés il y a 400 ans, comme Marcus Garvey le dit, comme beaucoup le disent, blessed. Le reggae, c'est une musique très importante, c'est une musique d'amour, de réconciliation. C'est une musique aussi qui prend la paix et qui permet à chacun de comprendre ce qui se passe réellement dans la vie des uns des autres. Yop Reggae Festival, c'est aussi le volet scientifique. Une conférence a été animée autour du thème « L'école obligatoire ». Quel impact? Danser, c'est bien, mais quand vous écoutez les chansons reggae, vous vous rendez bien compte qu'il ne s'agit pas simplement de faire danser. Il s'agit d'amener les gens à prendre conscience d'un certain nombre de choses. Et la thématique qu'on évoque ici, notamment l'école obligatoire, entre absolument dans ce cadre-là. Il faut que nos enfants aillent à l'école. On nous taxe d'artistes qui revendiquent beaucoup, qui parlent beaucoup. Mais en même temps qu'on revendique, on propose. Nous, on sensibilise, on éveille les consciences. Donc on s'est dit qu'à travers le reggae, on peut véhiculer un certain nombre de messages, on peut sensibiliser les populations. Yop Reggae Festival se veut une rencontre festive et éducative. Il en sera ainsi pour les prochaines éditions. Faisons à présent le point de l'actualité internationale de la semaine écoulée. Ce 7 sur 7 est une sélection d'Abou Sanogo. Big Ben a donné une dernière fois de la voix lundi. Vieille de 158 ans, la cloche londonienne de la célèbre horloge a sonné 12 coups avant de se taire pour rénovation. Mais les travaux censés durer 4 ans pourraient être abrégés face au mécontentement de nombreux responsables politiques de ne plus entendre les gongs de la célèbre cloche londonienne. Au moins 8 personnes sont mortes et de nombreuses autres ont été blessées dans un éboulement d'une décharge dans la banlieue de la capitale Conakry à la suite de fortes pluies depuis une semaine en Guinée. De retour au Bercail après 3 mois passés à Londres pour raison de santé, Muhammadu Buhari reprend en main la sécurité de son pays. Dans un discours adressé mardi à la nation, le président nigérien s'est dit heureux d'être de retour à la maison. Les Angolais se sont rendus mercredi dans le bureau de vote afin d'élire un nouveau président. Avec près de 64% des suffrages exprimés, le MPLA, le parti au pouvoir, remporte les élections générales, une victoire contestée par l'opposition. Le Qatar a annoncé jeudi le rétablissement des relations diplomatiques totales avec Téhéran. Le Qatar est en froid avec ses voisins depuis 2 mois. Il les accuse de soutenir le terrorisme et l'Iran chiite. Lee Jae-yong a été condamné vendredi à 5 ans de prison. Le vice-président de Samsung va rester en détention. Il a été reconnu coupable de corruption et de parjure. Le vice-président de Samsung est impliqué dans le scandale qui a conduit à la destitution de l'ex-présidente de la Corée du Sud. Au Texas, l'ouragan Harvey a fait au moins 2 morts et plusieurs blessés. Classé en catégorie 4, ce phénomène climatique le plus puissant qui frappe les États-Unis depuis 2005 a occasionné de nombreux dégâts. Devenu une tempête tropicale, l'ouragan Harvey pourrait continuer à provoquer des inondations extrêmement graves. Ce samedi, les autorités ont mis en garde contre ces inondations. L'armée libanaise a annoncé ce dimanche une pause dans son offensive contre le groupe djihadiste État islamique dans une région montagneuse frontalière avec la Syrie. Cet arrêt unilatéral devrait ouvrir la voie à la dernière phase des négociations sur le sort de 9 soldats libanais retenus en otage depuis 2014. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente fin de soirée. Je vous retrouve demain.